Et bonjour et bienvenue à ce live mensuel de No Code for Good. Je suis Angeline, Product Manager de No Code for Good et je suis avec Quentin, notre lead dev. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Angeline, bonjour le public, ça va super. Et toi? Super, super. Et je vois qu'on démarre tout doucement avec Anne-Ariel qui est là. Coucou Anne-Ariel. Je vois aussi Sacha qui est dans le coin. Je pense que Xavier n'est peut-être pas loin non plus. Alors, bonjour Pierre-Yves. Alors, en attendant que ça arrive tout doucement, je vais rappeler ce qu'est No Code for Good, donc une plateforme qui met en relation des développeuses et des développeurs no-code solidaires avec des projets à impact positif, que ça soit social, sociétal ou environnemental. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre la tech au service des projets qui ont un impact pour rendre le monde plus juste et plus sain, si je puis dire. La semaine dernière, on a parlé de comment fabriquer un système de scoring de leads qui était très intéressant, avec plein d'applications possibles sur, par exemple, pour trier des propositions de bénévolat ou de partenariat. Et aujourd'hui, on va avoir une session spéciale, puisqu'on va avoir le plaisir d'accueillir Virginie Schaffer et Laetitia Collada, donc, qui ont collaboré ensemble sur un projet du sens de l'école. Et c'est le premier projet qui a été élu par le fonds d'abondement de No Code for Good, puisque No Code for Good met en relation des projets avec des développeuses et des développeurs. Et on a aussi ce fonds d'abondement dont on a eu la première édition cette année et qui nous a permis de sélectionner 2 projets. Donc, on a aidé à financer leurs besoins tech. Donc, on va pouvoir explorer tout ça aujourd'hui. D'abord, on va peut-être parler un peu des actus. Quentin, quoi de neuf? Alors côté No Code for Good, on n'a pas grand-chose à annoncer, on prépare des choses mais on peut pas encore vous en dire plus pour l'instant. Mais côté No Code France, il se trouve qu'il y a un grand événement qui se prépare le 12 novembre. Ça va se dérouler à Paris, ça s'appelle La Grande Journée. La billetterie, elle est actuellement ouverte, donc c'est un rassemblement de no codeurs. Il y a un tarif solidaire qui est disponible. La seule restriction, c'est qu'il faut être adhérent à l'association. Ça veut pas dire si vous êtes sur le Slack No Code France que vous êtes forcément adhérent. Il faut venir adhérer directement. Je crois que ça se fait depuis Helloasso, si je ne dis pas de bêtises. Et le programme est en cours de finalisation. Il va y avoir des démos, des tables rondes, des ateliers pratiques, un village pour échanger et rencontrer différents no-codeurs et les guildes de No Code France, donc les différents groupes qui s'occupent de différents aspects de l'association. Par exemple, nous, on est sur la guilde du streaming. No Code for Good, nous, on y sera présent. On aura peut-être un stand, on est en train de s'organiser un peu et on aura aussi une conférence. On va aussi participer à une conférence. Je tiens aussi à faire personnellement un mea culpa à tous No Code France. Je suis la personne qui, dans la newsletter de contournement, après avoir préparé et être un peu serré sur la délai, j'ai oublié de vérifier le lien de la grande journée et donc erreur. On va se rattraper dans 2 semaines pour la prochaine newsletter. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près bon sur les annonces. Si tu as d'autres choses à dire, Angeline, vas-y, tu peux y aller. Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir enchaîner directement avec notre démo d'aujourd'hui. Clairement, faute avouée, totalement pardonnée, je dirais. Et puis, on a Anne-Ariel bien à propos qui nous a mis le lien pour la billetterie de la grande journée de No Code France. Donc, effectivement, nous, on encourage vraiment tout le monde à y participer à No Code for Good. C'est pas seulement un événement pour les développeuses et les développeurs, c'est vraiment toute personne qui s'intéresse au no-code, aux outils no-code, et notamment les personnes qui ont des projets. C'est vraiment l'occasion idéale de venir pour avoir des informations sur les outils qui existent, ce qu'on peut faire avec, et puis aussi rencontrer des personnes qui travaillent dessus. Voilà, voilà. Alors du coup, écoute, Quentin, je te propose qu'on fasse venir Virginie et Laetitia sans attendre. Bonjour Virginie, bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux et merci beaucoup de venir présenter ici le résultat de votre collaboration. Donc, Virginie, tu es directrice générale et fondatrice du Sens de l'école. Je me souviens que le premier contact qu'on a eu, c'était en fait il y a bientôt 1 an, hein, je pense à peu près, que tu as pris contact avec No Code for Good. Il me semble que tu étais venue un peu par le bouche à oreille, tu avais entendu parler via d'autres projets qui étaient déjà passés par la plateforme. Et donc, tu es venue avec un besoin, tu vas pouvoir parler. Et tu as eu la chance de rencontrer donc Laetitia via la plateforme. Et vous avez pu travailler ensemble. Alors peut-être avant de parler un peu concrètement de ce que vous avez pu faire, dire 2 mots sur le sens de l'école. Est-ce que donc c'est toi qui as fondé l'association en 2020? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Vaste question. Oui, c'est moi qui ai fondé l'association en 2020. Moi, je suis une grande amoureuse de l'école publique et j'avais envie de faire ma part pour aider l'école publique à aller mieux, tout simplement. Donc, nous, on travaille sur la question de l'accrochage scolaire des élèves en éducation prioritaire sur un moment charnière qui est le passage du primaire au collège. Et on est vraiment là dans une posture de ressources et de soutien des enseignants sur ce sujet de l'accrochage. Donc, lutter contre l'échec scolaire est vraiment une très, très belle mission qu'on est ravis d'avoir pu soutenir à No Code for Good. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur vos moyens tech en interne? Avant ou maintenant? On va peut-être commencer par l'avant. On est une toute petite structure. Hein. Là, on est 6 salariés et à l'époque, on a lancé le projet, on n'était que 3. On avait déjà opéré une migration sur un Google Workspace gratuit pour les associations, donc Google Workspace Pro, qui nous permet de travailler avec des outils collaboratifs, toute la suite Google. Je pense qu'on est des personnes assez structurées, donc on avait un mode de travail collaboratif qui fonctionnait très très bien, mais on avait une grosse épine dans le pied qui était nos bases de données, d'où notre besoin. Absolument. Donc, sur ce besoin, peut-être en dire 2 mots. Hein. Donc, je spoil tout de suite, on va être sur un sujet CRM, mais ensuite, c'est Laetitia qui nous guidera là-dedans. C'est quoi qui a été un peu le déclic pour vous, Virginie, de vous dire, là, on peut plus continuer comme ça avec ces fichiers Excel? Ouais, en fait, je crois que c'est pas arrivé comme un déclic parce que moi, ça faisait déjà plus d'1 an et demi que je réfléchissais au sujet avant de me lancer. Je dirais là vraiment, c'est l'occasion qui a fait le larron en fait, hein, cette opportunité avec No Code for Good. Mais ça faisait déjà un moment que j'interrogeais d'autres associations sur leur usage justement de bases de données, des CRM, etc. Le besoin, alors il était double en fait. Le premier, c'était que on est une association qui grandit et qui grandit vite. Là, on entame notre phase d'essaimage. Pour vous donner une idée, l'an dernier, on a touché 9000 élèves. Cette année, on pense qu'on va en toucher 13 000. Ça fait un nombre de bénéficiaires qui croît chaque année avec une multiplicité de parties prenantes. Et donc, on avait des fichiers Excel qui fonctionnaient très bien au début et qui devenaient juste sans fin, compliqués à garder à jour, compliqués à suivre. Donc, on se faisait des tableaux de bord de suivi qui étaient des extractions des fichiers Excel, mais du coup, avec des obligations de double suivi, je dirais. Et de façon parallèle, concomitante avec l'essaimage et la multiplication des bénéficiaires, l'équipe a grandi, comme je le disais. Et donc, ce qui fonctionnait en termes de collaboration c'était pas des fichiers Excel, c'était des Google Sheets, donc on était quand même sur du collaboratif. Hein. Mais ce qui fonctionnait à 3, à 6, dont une équipe de 3 coordinatrices qui développent des ateliers, qui les planifient, etc., ça pouvait plus fonctionner en fait. On avait vraiment besoin d'un outil beaucoup plus collaboratif. Merci beaucoup pour cette explication très, très claire des pain points. Et là, ça me fait vraiment la transition parfaite puisque vous avez eu la chance de rencontrer Laetitia. Et Laetitia, c'est toi qui as un peu transformé les choses à partir de là. Alors, tu as accompagné donc le sens de l'école, en partie bénévolement, je tiens à le souligner, et à tarif solidaire aussi. Notamment en partie grâce au financement de No Code for Good qui a donc cofinancé avec le sens de l'école la mission. Tu es, il me semble, basé à Toulouse? Oui, tout à fait. Ça, ok. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, Laetitia, par rapport souvent aux développeuses et aux développeurs qui font partie de la communauté, c'est que tu as un long parcours dans l'informatique, oui, dans l'infrastructure, dans le réseau, la sécurité, les systèmes.
Et je crois que cette année, tu as créé donc AirCode Solutions pour accompagner des PME, des entrepreneurs et des associations. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue la passion des outils no-code? En fait, comme tu l'as mentionné, hein, Angeline, j'ai baigné dans l'informatique depuis toute petite. Moi, mon premier jouet, c'était un ordinateur, c'était un ME5. Et en fait, je me suis passionnée là-dedans. Et donc, effectivement, j'ai fait plusieurs métiers hein, qui ont été autant dans la technique, dans le management, que dans la coordination, que dans le projet. Et depuis 2 ans, comme je suis quelqu'un en fait qui est assez curieuse, je me suis passionnée par le no-code. J'ai suivi la formation, j'étais les toutes premières formées par la formation Allegria de Francis Lelon, et c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai connu No Code for Good. Et c'est comme ça en fait que j'ai vu le projet de Virginie, et voilà, et j'ai répondu à son projet, et voilà, l'histoire s'est faite, le début de l'aventure. Super, super. Alors du coup, c'était quoi l'intérêt pour toi de t'inscrire sur No Code for Good, et qu'est-ce qui t'a intéressé justement par cette mission proposée par le Sens de l'école? Alors moi, le tout début de ma carrière, en fait, j'ai travaillé 20 années pour une association qui était pour des personnes déficientes mentales. Et j'ai toujours aimé en fait le contact social, le bénévolat, la relation humaine en fait qu'il y avait dans l'association. Et c'est cette relation humaine, ce contact social que j'ai perdu en fait en travaillant après pour des PME et des grands groupes. Donc je voulais retrouver en fait le sens de l'humain. Et c'est pour ça en fait que je voulais participer à un projet. Et honnêtement, je connaissais pas No Code for Good, et c'est au travers de cette association en fait que j'ai vu le projet. Donc voilà, tout simplement, c'est le besoin de retrouver une relation humaine. Super, super. Alors, du coup, on va pouvoir regarder un peu ce que tout ça a donné. Peut-être, avant qu'on passe à la démo, Virginie, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui utilise la solution concrètement et pour faire quoi? Oui, alors toute l'équipe et pour des usages différents. Là, c'est vraiment la rentrée scolaire, donc c'est super parce que la solution est prête et ça fait déjà 1 mois que ça y est, on l'utilise. Essentiellement, elle a été conçue pour l'équipe de coordination, donc elles sont 3. Ce sont les personnes qui, au quotidien, sont en lien avec nos parties prenantes de l'éducation nationale, que ce soit les inspecteurs, les directeurs d'école, les enseignants, etc. Et donc, d'une part ça, et d'autre part, nos intervenants qui animent des ateliers dans les classes. Et les 3 coordinatrices, en fait, font de la prospection, entre guillemets, d'écoles partenaires et font du suivi de projet. Donc, fois 600 classes cette année, ça fait pas mal de suivi à faire. Et donc, en fait, là, elles s'en servent au quotidien, à la fois donc pour prospecter, enfin envoyer des emails de propositions d'intervention, et ensuite poursuivre les retours d'intérêt des personnes, les recontacter si elles nous disent que voilà, c'est dans un trimestre, etc. Donc ça, c'est l'équipe de coordination. Et en parallèle, pour le développement, donc l'essaimage, on a notre responsable du développement qui s'en sert pour contacter davantage des acteurs publics sur les territoires où on intervient. Alors ça, c'est vraiment passionnant parce que du coup, on voit, Laetitia, que tu as construit un outil qui sert vraiment à beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu peux nous traduire ça un peu en user story, nous dire c'est quoi les 2, 3 grandes user stories qui ont guidé la conception pour toi? C'est-à-dire la phase de conception, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire en termes de fonctionnalité, c'est quoi les 2, 3 grandes familles de fonctionnalités qui ont guidé la conception? La prospection par mail. Je pense que ça a aidé beaucoup Anne-Sophie pour pouvoir prospecter. Une des phases aussi, c'est l'intégration des fichiers Excel, qui a été, je pense, compliqué au départ. Mais en fait, avec l'équipe, on avançait pas à pas et on a organisé des templates. Ça fait qu'après, les académies, elles se sont intégrées hyper rapidement. Que je puisse dire encore, la stack principale, c'est Airtable, bien sûr, pour intégrer toutes les données. L'automatisation qui se fait par Make. Et il y a aussi une partie intégration avec l'existant qui était présent au sens de l'école, qui était les Google Sheets,
puisque pour ne pas en fait perdre les informations, on met tout dans un Google Sheet pour pouvoir suivre le projet et pour pouvoir faire des contrôles aussi au niveau des intégrations. D'accord. Alors, tu vas pouvoir. Ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans tarder à la démo pour regarder concrètement ce que ça a donné, et on pourra continuer à poser des questions. N'hésitez pas, tous ceux qui sont avec nous, à poser vos questions au fur et à mesure. Ok. Donc là, on voit bien en écran. Ok. Donc pour pas en fait, là, on travaille sur des données qui sont réelles. Donc si c'est flou, c'est normal. Donc là, on est dans la base de données Airtable, qui est donc le moteur, je dirais, du CRM, qui se présente donc en plusieurs tables. Donc la table qui est l'élément central du CRM, c'est la table territoire. Elle a été conçue en fait pour structurer et gérer l'organisation administrative du système, administrative et géographique, parce que là on voit en fait tout ce qui est zone géographique. Ensuite, on a la table établissement. Donc la table établissement, elle, centralise toutes les infos concernant les écoles et les collèges. Ensuite, on a une table contact qui, elle, gère en fait tous les interlocuteurs pertinents ainsi que je recommence. Elle gère en fait tous les interlocuteurs pertinents ainsi que leur rattachement en fait aux diverses structures éducatives. Et là, une des tables aussi qui est une table principale, c'est le recensement en fait de toutes les activités, de tous les suivis, de toutes les actions des établissements et des contacts. C'est là en fait qu'on va retrouver. Oui. Ouais. Pardon, tu peux nous donner un exemple d'activité? Je vais y revenir après en fait dans tout le process. Je vais y revenir plus tard en fait. Là, c'est juste la présentation des tables. Et ensuite, la dernière table qui est la table prestation, où là, en fait, c'est une table qui consolide les services qui ont été réalisés, tout ce qui est parcours et formation. Je me trompe pas, Virginie, parce que ça, c'est la table que je maîtrise le moins, en fait. Oui, ça correspond aux activités qui ont de fait été effectuées dans les écoles, donc des parcours d'ateliers, des formations d'enseignants. Ok. Et donc, cette table-là, elle sert plus pour des tableaux de bord. Alors, en fait, dans chaque table, on a des vues qui permettent, en fait, pour chaque utilisateur, de voir les éléments qui ont besoin, en fait, dont ils ont besoin. Donc là, par exemple, si je prends la table établissement, vous voyez on a des vues qui sont pour Anne-Sophie, pour Lorraine, pour Angèle. Si je prends par exemple le cas de Lorraine, elle a créé en fait une vue REP, une vue circonscription, une vue zone géographique. Donc là, si je vais par exemple sur la zone géographique, donc elle a tous ces établissements par zone géographique, ce qui lui permet en fait de rechercher plus facilement des établissements. Et ça, en fait, c'est pour toutes les personnes. Donc, un des avantages, en fait, de Airtable, c'est de pouvoir créer des vues personnalisées par utilisateur, avec les informations dont ils ont besoin. Ensuite, pour ce qui concerne la saisie des données, puisque Airtable, c'est bien, mais c'est bien pour les vues, mais pour la saisie des données, on a vite fait, en fait, une erreur. Donc, pour ça, ont été créés des formulaires qui sont donc la saisie des formulaires pour un nouveau contact, pour un nouvel établissement, pour un nouveau territoire, pour les prestations, et également pour la saisie d'action. Donc, quand il y a une action qui est sur un établissement, les personnes du service éducatif, du service administratif, pardon, passent par les formulaires saisie action établissement. Donc, ça peut concerner une prospection. Je ne sais pas si vous pouvez compléter un peu, Virginie, par rapport à la saisie des établissements. Ouais. Oui, en fait, ça nous permet justement de suivre en mode collaboratif ce qui a été fait, ce qui a été engagé comme action auprès d'un établissement donné. Donc, est-ce qu'on a passé un appel téléphonique à telle date et qu'est-ce que la personne nous a dit? Est-ce qu'il y a eu un mail? Enfin voilà, ça garde vraiment une trace de toutes nos interactions avec un établissement donné.
Donc là, c'est un formulaire que vous envoyez à l'établissement par mail? Non, en fait, c'est un formulaire qui est destiné au service administratif du sens de l'école, mais pour eux, en fait, pour que ça vienne après alimenter la table activité. En fait, si j'ai bien compris, vous me dites Laetitia, hein, les formulaires, c'est une fonctionnalité de Airtable qui permet de saisir de la donnée de façon beaucoup plus user-friendly et de façon saine, qui garantit qu'on ne va pas saisir de la donnée de travers. Donc en fait, nous, utilisateurs finaux, on ne va pas rentrer dans les tables Airtable pour saisir de la donnée en direct, mais Laetitia nous a créé différents types de formulaires pour le faire en sécurisant ça. Oui, et en fait, le CRM, il n'est pas ouvert à l'extérieur. Il est ouvert en fait que pour le sens de l'école. D'accord. Alors justement, peut-être une question par rapport à ça. Pourquoi le choix d'Airtable? Quel est le coût de la solution? Et du coup, il y a combien d'utilisateurs? Puisque ce que je comprends, c'est que beaucoup de personnes s'en servent soit via des vues, soit et aussi avec des formulaires pour la saisie. Donc, comment ça se passe au niveau des comptes? Alors, je vais répondre pour la partie technique. En fait, le choix de Airtable en fait, a été fait parce que c'est un outil no-code et c'est un outil qui est facilement appréhendable en fait, et intuitif. C'est pas comme une base de données, je vais parler un peu technique, une base de données SQL où c'est hyper compliqué de prendre en main. Airtable, c'est hyper simple. Après, en ce qui concerne les utilisateurs, il n'y a qu'un seul utilisateur par rapport au coût, justement, même si c'est un coût associatif. Si on prend plusieurs utilisateurs, ça devient très onéreux. C'est pour ça que, en fait, à part Airtable, a été créé après, si on a le temps, je ferai voir à la fin, une partie Bubble qui permet là, en fait, aux différents utilisateurs de pouvoir saisir des données. J'ajouterais aussi quelque chose par rapport au choix de Airtable. Effectivement, il y avait le côté déjà très coûteux de beaucoup de CRM, assez figé, avec parfois un côté très complexe à prendre en main qui fait que ce qu'on m'avait dit en tout cas, hein, que les taux d'adhésion des équipes sont pas toujours très très bons. Airtable, nous, ce que ça nous permet, l'architecture que Laetitia a créée, qui a été extrêmement complexe à mettre en place et qui a nécessité une phase de cadrage assez longue et pour elle d'acculturation aux acteurs de l'éducation nationale, aux entités, parents, enfants, etc. Mais maintenant que cette architecture est mise en place, ça permet une finesse dans la façon d'apparier des contacts avec des établissements, par exemple. Typiquement, il y a des croisements entre les tables, hein, c'est le principe d'Airtable. Donc, typiquement, nous, si je vous explique du point de vue de notre utilisation finale, si on cherche quels sont les établissements rattachés à un inspecteur, par exemple, si on va avoir, par exemple, on a un rendez-vous téléphonique avec un inspecteur et on a besoin de savoir quels sont les établissements qui lui sont rattachés et puis d'avoir aussi un historique. Si certains établissements, on a déjà mené des actions, en fait, on voit ça directement par Airtable. Et l'inverse est vrai. Donc, on voit en fait l'ensemble des parties prenantes qui sont liées par différentes relations. On peut naviguer, nous, dans tous les sens au sein de ça. Et c'est incroyablement pratique. Et juste pour complémenter en fait ce que vient de dire Virginie, c'est que Airtable correspond aux besoins. Quand on achète un CRM, on est cantonné en fait à un CRM standard. Là en fait, on a pu s'adapter en fait aux besoins des équipes et c'est ce qui est bien en fait. Même si effectivement la phase de cadrage a été compliquée parce que j'ai eu un peu de difficulté effectivement à comprendre tous les termes, comme en fait n'importe quelle fonction, on a des termes qui sont spécifiques. Et d'ailleurs, je me suis fait un beau tableau de bord juste à côté de moi pour me souvenir. Mais ouais, c'est quelque chose qui Airtable correspond en fait aux besoins. On peut intégrer en fait le besoin de l'association dedans, et c'est ce qui est bien en fait. Est-ce que tu veux nous dire en 2 mots, Laetitia, comment tu as mené justement ce cadrage, qui est une étape très importante et qui intéresse aussi bien les développeuses, les développeurs que les projets qui envisagent de se construire un outil sur mesure comme ça a été fait pour le sens de l'école sur Airtable. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu as mené ce cadrage, comment tu as procédé pour, j'imagine, faire un travail de modélisation des données aussi? Oui, alors effectivement, les données, c'était un gros travail et je pense que on sait, enfin,
je pense que je me suis un peu trop aussi précipitée dans la première académie où en fait on n'a pas fait de tri en fait dans les données de fichiers Excel. Et en fait, quand on a intégré les données Excel, donc pour faire le mappage, en fait, j'utilise un peu de Python. Et donc j'avais intégré tout ça par Python, mais on s'est retrouvé en fait avec des redondances d'informations et des informations qui étaient fausses. Donc avant toute chose, faire un tri dans les données. Parce que ça vous fera gagner en fait beaucoup de temps. Ça, c'est une de mes recommandations et c'est ce que j'ai appris en fait. C'est de faire un tri dans les données. Suite à ça, justement avec les équipes de Virginie, on a créé des templates qui correspondaient en fait à leur fichier Excel. On a fait une partie en intégration automatique sur le fichier Excel avec un script Python et après elles ont complété la partie en fait qui était redondante. Et donc après au niveau de l'intégration, on utilise, moi j'utilise dans Airtable une extension qui s'appelle en fait CSV import. Et avec ce CSV import, peut-être là, je vais peut-être en avoir. Tac. Voilà. Et là, en fait, là, je mappe en fait les champs avec le fichier Excel dans Airtable. Donc ça, c'était une grosse étape. Je pense que cette étape, elle a pris 3 à 4 mois quand même. Plus de la moitié du projet. Et même en amont de ça, peut-être si je peux rétropédaler encore, il y a eu une phase de diagnostic qui a été menée par Laetitia avec nous en fonction des utilisations qu'on avait à l'époque, enfin vraiment de l'existant, de comprendre exactement quels étaient nos besoins, comment est-ce qu'on procédait. Pour pouvoir se projeter dans l'utilisation du CRM. Ça, je pense que ça a vraiment fait partie d'un moment clé de la phase de cadrage. Et ensuite, il y a eu toute une phase aussi de cartographie, justement, de nos parties prenantes. Et donc ça, nous, on s'est bien cassé la tête, en fait, justement, en équipe pour essayer de rendre lisible la cartographie de nos diverses parties prenantes, donc à la fois côté éducation nationale et côté acteurs publics, et des liens entre les différentes parties prenantes. Et c'est ça qui a permis à Laetitia de nous faire ces propositions de table, de territoire parents, de territoire enfants, etc. Donc oui, avant même qu'il y ait l'intégration des données, c'est vrai qu'on a eu tout ce travail, Laetitia, de construction, en fait, de l'architecture du CRM. Tout à fait, ouais. J'avais oublié cette partie, en fait. Ouais. Merci beaucoup pour cette précision, parce qu'effectivement, ça permet de comprendre en fait comment on doit s'y prendre pour construire quelque chose d'efficace sur un outil comme celui-là. Alors, du coup, Laetitia, on te laisse reprendre la démo. Oui, juste par rapport à l'intégration des données, parce que je vois des messages par rapport à l'éducation nationale. En fait, les académies et les établissements se trouvent, les fichiers se trouvent en fait sur le DataGouv, et on a juste repris en fait les données qui sont sur le DataGouv. Donc il n'y a aucun élément confidentiel dans mis à part ceux de l'association dans les bases de données qui ont été rapatriées. Donc le CRM, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'objectif c'est de faire de la prospection automatisée, qui donc repose sur des ciblages de territoire et de priorité de territoire, sur l'envoi d'emails aussi automatisé et le suivi des actions. Donc si je prends la table établissement, là ici en fait on a toutes des vues qui vont servir en fait à l'envoi de mails de prospects. Donc hier on a fait en fait l'envoi de prospects collège, on va y aller après, mais juste là en fait si je prends mon test, avec cette vue là on sait qu'on a une école à relancer, parce qu'en fait cette école elle est en statut contacté, et la date de sa prochaine action, tac tac, je l'ai mise je crois à la fin. Non, en fait, ça, c'est une vue qui a été faite. L'envoi de prospection est déjà parti le 15-09. Donc, toutes ces vues qui sont là, normalement, dans l'automatisation de MEC, là, je bascule dans MEC, on va les retrouver, en fait. On va les retrouver ici. Donc, si je prends mon automatisation de prospection école,
Zut, je fais des bêtises. Donc, j'en profite pour dire que Make, pour celles qui ne le savent pas, c'est un outil complémentaire à Airtable et c'est un outil qu'on appelle d'automatisation, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet d'enchaîner des actions. Donc là, tu vas pouvoir nous expliquer, Laetitia, justement comment ça marche pour ces envois de mails. Oui, alors a été créé en fait un mode simulation. Alors le mode simulation, c'est en fait de pouvoir vérifier les données avant l'envoi mail. C'est pour ça en fait ici on a à chaque fois deux chemins, un chemin où on envoie directement le mail et un chemin où en fait on va aller vérifier dans un Google Sheet les données qui vont être envoyées pour pas en fait envoyer des mails qui sont pas bons ou qui sont pas envoyés aux bonnes personnes. Donc là effectivement on a un mode qui est simulation. Et sur ce mode simulation, donc, on va aller en fait créer un Google Sheet pour aller vérifier les données. Et là, en fait, dans Airtable, on va aller rechercher en fait la table prospection école avec agrément. Donc, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Toutes les écoles, en fait, là, comme la prospection a été faite, il n'y en a plus, mais toutes les écoles qui étaient présentes dans cette vue-là. C'est-à-dire des écoles à contacter. C'est ça, à contacter ou à relancer. Donc l'automatisation en fait va aller rechercher tous les enregistrements dans la vue et ensuite ou c'est une mode simulation, elle fera juste un contrôle ou alors elle enverra en fait directement un mail à la personne concernée. Mais du coup, c'est quoi le déclencheur là? Le déclencheur il est manuel. Donc il y a un bouton en fait, dans la table. Non, pas dans la table, juste dans Make ici. En fait, on fait juste un déclenchement manuel, on joue juste le scénario. Puisqu'en fait, la prospection se fait à des dates qui ne sont pas définies en fait. Donc les équipes viennent dans Make pour déclencher le scénario? Ok, parce que ça, c'est pas forcément courant. Ok, d'accord. Donc les équipes, elles se disent, j'ai une prospection à faire. Aujourd'hui, c'est mon quart d'heure prospection, je vais dans Make et je clique sur le bouton et ça va tout lancer depuis Airtable. Tout à fait, c'est ce qui a été fait en fait dans la partie collège. Et en fait, à la suite de l'envoi mail, l'automatisation vient créer tout de suite une activité qui vient alimenter en fait les établissements. Donc là, si on a fait le collège hier, si je vais dans activité, tac, j'avais préparé ça, voilà. On a tous les collèges qui ont été envoyés hier. Et donc la date de la prochaine action, c'est une relance mail le 5 janvier 2026. Et tout ça, en fait, ça se fait dans Make, en fait. D'accord, donc ça doit être assez sympa pour vous à voir, Virginie, parce que ça veut dire que quelqu'un va dans Make, appuie sur le bouton et ensuite retourne tranquillement dans Airtable pour voir tout le travail qui a été fait. Et là, vous savez que le 5 janvier, eh ben, il faut redonner un petit coup de bouton, c'est ça? Non seulement ça, mais en fait, via Airtable, en fait, on filtre les établissements par statut. Donc, en fait, on est capable de cibler des établissements, en l'occurrence là, sur l'automatisation, des établissements qui n'ont jamais bénéficié des ateliers. Ceux qui en auraient bénéficié les années précédentes, avec qui on est déjà en lien, là, on leur écrit de façon personnalisée par mail. Et donc, en fait, on est capable de filtrer en disant, voilà, cette automatisation MEC, elle va partir pour tel et tel établissement dans tel territoire. Et c'est ça qui est vraiment assez génial, quoi. Et effectivement, le statut de l'établissement change une fois que le mailing automatique est parti via MEC. Le statut de l'établissement n'est plus à contacter, mais à relancer. Et ça, c'est aussi automatique. Donc oui, tout ça, c'est des gains de temps assez incroyables. C'est ça, Laetitia, je ne me trompe pas, hein? Oui, non, c'est tout à fait, c'est ça, oui, tout à fait. Donc sur la partie automatisation, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Alors là, il y a une question, je vois il y a une question, il y a deux questions d'Olivier. Donc une question par rapport au budget. Oui, c'est vrai que j'avais posé la question du coût de la solution. Donc du coup, si on prend à la fois Make et Airtable, on est sur un coût mensuel. On est sur quel coût mensuel pour cet outil? Au niveau du coût associatif pour Make, je sais c'est 20 € par mois, je crois. Parce que Virginie, vous avez bénéficié d'un prix associatif. C'est pas les coûts. Oui. Et Airtable aussi, on a 50% de réduction, je crois, en tant qu'association. Ok.
Donc, on est quoi? On est en dessous de 50 € par mois, quoi. Ah oui. Ah oui, oui. Bon. Donc, effectivement, quand même, une solution assez économique. Et ensuite, on avait une question un peu plus sur le fonctionnement. Oui, il y avait cette question du bouton. Bah, effectivement, moi aussi, c'était un peu la réaction que j'avais eue. Oui. J'imagine c'est quelque chose que tu as dû envisager, Laetitia, de mettre un bouton dans Airtable plutôt que d'aller faire ce déclenchement manuel. Oui, mais en fait, il n'y a pas de déclencheur parce qu'en fait, l'équipe ne sait pas par avance quand on va faire la prospection. Exemple, pour les collèges, on devait le faire lundi. On n'a pas pu faire lundi, ça a été fait mardi. Donc, on ne peut pas mettre en fait un déclenchement automatique là-dessus. C'est juste un déclenchement manuel. Non, mais je pense que la question d'Olivier, c'est par rapport au fait d'avoir un bouton dans Airtable qui déclencherait le scénario Make. C'est possible de le faire, mais on ne verrait pas en fait le mode simulation. Et le mode simulation, il est très important justement pour voir en fait ce qu'on va envoyer comme données. Pour contrôler en fait les données. D'accord, parce que le mode simulation, aujourd'hui, ça se fait comment? Ça se fait en deux temps, c'est-à-dire que la personne lance sur la simulation et si c'est bon sur la simulation, elle lance ensuite l'envoi final? Non, en fait, quand elle ouvre son scénario, elle va lui indiquer en fait si c'est un mode simulation, donc oui ou non. Ouais. Et ensuite, elle va cliquer sur le déclencheur. Ok, d'accord. Donc, effectivement, avec des boutons, ça supposerait d'avoir deux boutons différents, en fait, pour déclencher soit la simulation, soit… Alors, moi, je suis adepte de l'automatisation, mais l'automatisation tue l'automatisation. Donc, il faut toujours un contrôle, en fait. D'accord. Super. Très bien. Et ben ça, c'est vraiment un beau scénario, on peut dire. Du coup, donc ça, c'est la fonctionnalité d'automatisation. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous montrer, Laetitia? Et bien, la continuité, puisqu'on a encore un peu de temps, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, c'est que dans le sens de l'école, il y a des freelances. Et donc, pour éviter que les freelances touchent à la base de données Airtable, pour des raisons de sécurité, a été développé, et même encore en cours de développement, un petit le CRM sur Bubble. Donc en fait, là bon, je suis sur le rôle admin, mais en fait, le freelance, en fait, il arrive directement sur sa page de prospection. Je vais peut-être rafraîchir parce que du coup, voilà, il arrive sur sa page de prospection. Il a les territoires qui lui sont affectés. Donc, il saisit son territoire. Je sais plus si c'est… Donc, on va justement aller voir dans les établissements la date parce que je ne sais plus. Comme ça, on fera le test. La dernière action, elle est du 15. Et pendant que vous faites ça, je vais peut-être juste expliciter le besoin. En fait, une fois que les mails sont partis, nous, on a toujours des contacts téléphoniques en direct avec les écoles. Et ça, c'est très chronophage. Et donc, pour aider et soulager les personnes de l'équipe, en fait, on a 2 freelances qui sont des personnes qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui nous aident là-dessus pour répondre aux questions des écoles, etc. Et donc, en fait, c'est dans cette phase-là qu'elles ont besoin d'avoir une part, je dirais, des territoires qui leur sont affectés. Et on ne souhaite pas qu'elles aient accès à l'ensemble de la base Airtable. Ce qui pourrait comporter des risques en termes de données, mais qui aussi serait juste trop complexe pour elles, tout simplement. Donc, Laetitia a imaginé cette interface beaucoup plus simple à prendre en main et où elle ne voit que les données qui leur sont attribuées. Super, merci pour cette explication très claire, Virginie. Pourquoi du coup, Laetitia, est-ce que vous avez choisi Bubble pour ça? Nous, c'est vrai qu'on a un cas d'usage similaire à No Code for Good. On a fait l'interface avec, je dirais plutôt, Quentin a fait l'interface avec Softair. Pourquoi le choix de Bubble? Parce que le coût est moindre avec Bubble qu'avec Softair. Déjà, le coût par rapport à l'API, avec Bubble, c'est gratuit. Avec Softair, il me semble que c'est payant au bout d'un certain nombre de requêtes.
Et avec Bubble, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec Softer. Notamment dans les repeating groups. En fait, c'est dans les recherches des établissements. On peut implémenter plus de briques que dans Softer. D'accord. Et tu n'as pas eu de mal à intégrer la base de données Airtable, parce que c'est vrai que Bubble, c'est quand même justement apprécié parce que c'est un système un peu full stack qui a sa propre base de données. Et là, tu le fais très bien fonctionner comme ça en combo. Avec de l'API, en fait. J'intègre surtout pas de données dans Bubble. Il n'y a que la table territoire parce que, en fait, chaque freelance a son territoire. Mais sinon, c'est juste de l'API, en fait. Il n'y a que des appels API. Il n'y a pas de données dans Bubble. D'accord, justement. Et avec l'API, tu arrives à bien le faire fonctionner parce que c'est vrai Oui. que Bubble, normalement, on a tendance à avoir le back et le front dedans. C'est plus rare que ça soit utilisé comme ça, comme une interface que pour ce qu'on appelle la partie front. Mais donc là, c'est très intéressant de voir qu'on a et je vois que Xavier se posait la même question que moi, on a un cas d'usage en fait où on voit qu'on peut utiliser Bubble comme ça juste pour du front. Oui. Avec donc l'API, ok. Avec l'API Airtable, hein, pas l'API, en fait, j'ai juste encore parlé d'une partie technique, pas l'API connecteur, mais c'est l'API Airtable. D'accord, bon à savoir. Alors, on t'écoute. Oh, ben, j'avais terminé, en fait, par rapport à… Parce qu'après, j'ai des données qui vont être un peu plus confidentielles, donc… Ok. Donc, juste pour qu'on sache, donc là, on est sur ces freelances qui vont utiliser cette interface. Et à travers cette interface, elles vont pouvoir visualiser les données qui sont intéressantes. Elles vont avoir un accès, en fait, aux données qui sont dans Airtable, mais uniquement les données dont elles ont besoin. Et elles vont pouvoir saisir des activités liées aux établissements, les fameuses activités dont on parlait tout à l'heure, où on dit, bah voilà, tel jour, j'ai eu le directeur de telle école au téléphone et il m'a dit ci et ça. Ça, Laetitia a créé un formulaire sur Bubble pour que ça puisse aussi être saisi directement dans le cadre de leur prospection, quoi. D'accord. Ça connecte avec Airtable. D'accord. Alors, oui, juste une précision là qu'on a dans le chat qui est que c'est vrai que nous, on est sur Softair au niveau de No Code for Good parce que le pricing a changé en fait. Et donc, avant, c'était plus avantageux. Donc, quand on est sur les anciens plans de prix, c'est vrai que c'est pas pareil. Alors, je voulais poser une question qui est que Virginie, tu nous as dit au début que vous aviez peu de moyens tech en interne, peu de connaissances tech, mais là, on a pu voir pendant la démo que tu es très à l'aise avec l'outil, avec la manière dont on l'utilise, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire l'une et l'autre comment s'est fait ce transfert de compétences, de transfert de connaissances, comment est-ce que l'équipe a pu se former et monter en compétences en interne? Alors, au début, en ce qui me concerne, moi, je suis de nature comme Laetitia, très curieuse. Et donc, j'aime beaucoup, je me suis vraiment beaucoup penchée sur le fonctionnement au niveau un peu macro de la solution. Après, j'avoue très humblement que dans le détail, la mise en place, et quand il s'est agi notamment de faire la migration des données, j'ai très généreusement laissé la main à ma collaboratrice Anne-Sophie, qui est responsable de la coordination et qui, elle, a vraiment mis les mains dans le cambouis avec Laetitia, qui a fait vraiment tout le travail d'implémentation de la solution. Et donc, elles ont travaillé, enfin, surtout Laetitia, mais beaucoup, c'était aussi une demande d'Anne-Sophie. Laetitia nous a fait un mode d'emploi pour qu'on puisse nous former en interne les équipes. Donc Anne-Sophie, elle a 2 personnes qui travaillent avec elle sur la coordination et qui sont arrivées tout récemment, l'une en juillet, l'autre en septembre, et qui donc attrapent le train en marche. Et j'ai l'impression que ça se fait très très bien, vraiment que voilà, il y a à la fois de la transmission directe d'Anne-Sophie, le mode d'emploi de Laetitia, et puis le fait de faire en fait. Là, c'est-à-dire qu'elle voit les différentes étapes du process au fur et à mesure. Ça tombe bien parce qu'on est en début d'année scolaire, donc elles vont voir tous les chaînons du process au fur et à mesure. Et un point important, c'est que justement, c'est un point régulier toutes les semaines, justement avec les équipes. Et ça, c'est hyper important en fait de communiquer, puisque par mail, c'est super bien, mais on fait aussi, on a un niveau déjà, c'est pas évident de se comprendre. Mais donc important de faire un point régulier en fait pour l'avancement du projet. Je pense qu'on a plus travaillé en méthode agile. On a mis à chaque fois des choses en prod qu'elles ont pu vérifier. On est revenu en arrière. Enfin, c'est comme ça qu'on a pu avancer en fait.
Ouais, et c'est vrai que je crois que le fait, enfin, au tout début, on essayait de travailler par mail, et en fait, on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même niveau de connaissance, on n'utilise pas, les mots veulent pas dire la même chose pour Laetitia et pour nous, et donc en fait, on s'est vite rendu compte que il fallait vraiment qu'on se parle, et que quand elle voyait dans nos yeux qu'on n'avait rien compris de ce qu'elle essayait de nous expliquer, c'est qu'il fallait peut-être expliquer autrement. Enfin voilà, je pense que ça, c'est vraiment une des clés, et ça a très très bien fonctionné ensuite, vraiment de se parler, quoi, de faire des points très réguliers pour ajuster. D'accord. Et ben, je vois qu'en tout cas, il y a vraiment une prise en main de l'outil en interne, et c'est vraiment exactement, ça fait plaisir à voir parce que c'est exactement ce qu'on vise en fait à No Code for Good, de permettre aux personnes de se saisir de ces outils et ensuite de bénéficier en fait de tout ce que ça permet de faire. Donc, bravo Laetitia d'avoir mené cette montée en compétences. C'était quoi les outils du coup que vous avez utilisés sur la gestion de projet? Est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous aviez comme canal de communication? Est-ce que vous avez utilisé par exemple un outil comme Notion pour faire de la gestion de projet, Slack pour communiquer? Enfin, comment vous êtes organisé, ou est-ce que c'était juste du Google Meet? Alors moi, en fait, en interne, j'utilise Notion pour justement suivre le projet, mais en fait, pour pas non plus trop charger le sens de l'école, on a continué de travailler en fait sur un Excel Google Sheet où Anne-Sophie en fait a créé un onglet IT tâches, et en fait on suivait nos tâches dans le fichier Excel. D'accord. D'accord, intéressant. Bah oui, parfois il faut vraiment aller à la solution la plus simple. Oui. D'accord. Au niveau des évolutions, est-ce que il y a eu, donc tu as parlé du fait que vous avez fonctionné par itération, Laetitia, donc ça c'est vraiment important hein, de souligner ça, que l'idée c'est de faire des mises en production vraiment en continu et de pouvoir ensuite itérer dessus. C'est quoi les améliorations sur lesquelles vous avez eu à travailler, ou vous aurez, ou qu'il pourrait y avoir encore besoin de travailler? Alors moi, je pense, pour ma part, je pense qu'on est arrivé au bout du truc par rapport à Airtable. Ce qui reste à faire, c'est plus l'intégration des autres académies, puisque toutes les académies ne sont pas intégrées dans Airtable. Après, concernant Bubble, c'est juste en fait pour moi, juste des améliorations. En tout cas, ce qui concerne le projet là actuellement, le CRM. D'accord. Virginie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, alors juste quand Laetitia parle d'académie, c'est lié à notre développement territorial, puisqu'aujourd'hui on était présent que en Île-de-France, et on commence à vouloir se développer au-delà de l'Île-de-France, et donc en fait c'était dans nos bases de données, on n'avait absolument rien qui concernait des établissements scolaires ou des interlocuteurs de l'éducation nationale hors Île-de-France. Donc c'est vrai qu'il va y avoir ce travail d'importation progressif à faire au fur et à mesure des besoins. En fait, c'est pas la peine non plus d'avoir l'ensemble des données, mais voilà. Et ça, je crois que avec tous les templates que Laetitia a mis en place aujourd'hui, on devrait faire, plus facilement des données saines et qui fonctionnent tout de suite. Donc ça, je pense que la solution là, elle est vraiment très très aboutie. Après, moi, j'ai des envies et des idées de prolongement autres, mais pour les besoins qui étaient vraiment nos besoins prioritaires, je pense que là, c'est hyper abouti. Super, super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté cet outil et un peu le fonctionnement et ce que ça vous a apporté. On va aller un peu vers la conclusion. Est-ce que vous pourriez nous dire l'une et l'autre ce que vous a apporté cette collaboration? Virginie, si tu veux commencer. Moi, j'ai découvert le monde de l'IT que je ne connaissais absolument pas. Je trouve ça assez fascinant de découvrir les multiples potentialités des outils no-code. J'avais entendu parler d'Airtable, mais jamais ni de Make ni de Bubble, voilà. Et donc de voir à quel point l'IT
de se mettre au service, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, de notre mission sociale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle technologie depuis tout à l'heure, mais en fait, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner en efficience pour mettre notre énergie là où ça compte, c'est-à-dire pour les élèves, pour les enseignants. C'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez low-tech dans ma vie de tous les jours, et puis au sein de l'association, enfin voilà, les ateliers, enfin, on fait rien de digital, je veux dire, et de se dire oui, mais en fait, les outils tech, qui sont vraiment là, enfin, pour nous, en tout cas, vraiment pour se mettre au service de notre mission sociale. Ça, c'est un grand apprentissage. Nous, on est beaucoup dans la réflexion sur l'optimisation de nos process depuis le début, tout simplement pour, encore une fois, pas être consommateur de temps, quoi. Le temps qu'on utilise, c'est du temps qui est financé par nos donateurs, par de l'argent public, pour qu'on remplisse une mission sociale. Et donc voilà, ça c'est, je pense que le gain de temps de cette solution, de ce point de vue-là, est absolument exemplaire. Super, merci. Et toi, Laetitia? Bah, moi, je vais revenir en fait au côté humain. En fait, c'était une rencontre humaine et professionnelle en fait. Et ce qui a rendu possible tout ça, c'est aussi grâce à la formation Allegria, hein, que j'ai suivie au départ, et No Code for Good. Hein. Merci pour ça, Angeline. Il y a aussi l'esprit d'équipe. Parce que sans la confiance de Virginie, ben, le projet n'aurait pas abouti. Sans l'implication des équipes, le projet n'aurait pas abouti. Donc, c'est une vraie co-construction côté IT et côté sens de l'école. Donc, ben, pour moi, c'est super. Il y a aussi la capacité, en fait, pour moi, de transformer un besoin complexe. Parce que la première fois, quand j'ai vu tous les fichiers Excel, tous les termes, et enfin, ça a été un chantier. Je me suis dit, oh là là, où tu mets les pieds? Mais en fait, encore une fois, avec les équipes, ben, ça a été efficace, et puis on a pu évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est bien aussi. Et aussi, ce que j'en retirais, ben, c'est pour ma part une montée en compétence en fait sur les outils no-code, parce que mine de rien, ben, l'aboutissement apparaît simple, mais après au niveau travail, au niveau Airtable et tout ça, ben, c'est pas si simple que ça en fait. Absolument, et félicitations, parce que là, on a vraiment pu voir qu'on a une interface qui est très fluide, et qui est vraiment adaptée aux besoins, et en même temps qu'on voit comment l'équipe a pu se l'approprier. Donc là, on voit que c'est complètement réussi. Est-ce que du coup, Laetitia, toi, tu recommanderais le passage par la plateforme No Code for Good, et quels conseils est-ce que tu donnerais aux porteurs de projets, aux porteuses de projets comme Virginie, et aux no-codeuses et no-codeurs comme toi-même qui viendraient sur la plateforme? Concernant la réalisation d'un projet, c'est ça? Oui. Est-ce que tu recommandes de passer par la plateforme, et quels conseils que tu donnes? Bah, c'est en fait d'être motivé déjà par le projet. Moi, quand j'ai vu le projet de Virginie, j'ai été motivée par ce projet. Je pense que ça fait 90% du chemin. Si on n'est pas motivé par ce qu'on fait, ben, on ne trouvera pas la solution en fait. Donc moi, j'étais motivée par le projet. La solution no-code, pour moi, elle était déjà toute trouvée en fait, parce que déjà Virginie avait pensé Airtable, donc c'était déjà bien en fait de pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc c'est ce que moi j'en retirais, c'est d'être motivé par le projet, et de pouvoir avoir un bon contact en fait, et une bonne collaboration avec la personne qui pose le projet. Super, merci beaucoup. Et toi, Virginie, est-ce que tu peux nous dire si tu recommandes de passer par No Code for Good? D'ailleurs, le sens de l'école est bienvenu pour reproposer des missions. Et aussi, quels conseils est-ce que tu donnerais à une autre porteuse de projet, ou à une développeuse ou à un développeur? Évidemment que je conseillerais de passer par la plateforme, et j'en profite pour vous remercier, Angeline, pour le soutien du fonds, voilà, sans lequel le projet n'aurait pas pu se faire, et Laetitia, pour tout le temps investi, et tout le temps bénévole que vous avez investi, vraiment. Et des conseils, ce serait plutôt des conseils pour des porteurs de projets, c'est de ne jamais sous-estimer, alors d'une part, l'importance de la phase de cadrage. D'autre part, effectivement, l'importance de bien s'entendre avec le no-codeur ou la no-codeuse avec lequel on va travailler, et puis de ne jamais sous-estimer le temps que ça va prendre. Enfin, j'avoue que c'est vraiment un projet de longue haleine.
Et donc, il faut avoir de la bande passante parce que c'est vrai qu'au début, au tout début du projet, on était encore en plein milieu de l'année scolaire et j'ai très vite dit à Laetitia, qui était partie tout flamme, je lui ai dit là, je vais pas réussir à gérer ça plus l'activité. Donc, on va attendre que ça se calme un peu et qu'on arrive en fin d'année scolaire et on aura un peu plus de temps. Et je pense que c'était, alors effectivement, ça a rallongé un peu les échéances qu'on s'était fixées, Laetitia, mais je pense que c'était raisonnable de prendre la mesure de l'implication qu'il faut dans un projet comme ça. Et qu'on ne peut pas faire 15 choses en même temps. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup de le rappeler parce que effectivement c'est central. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec des outils no-code, mais ça nécessite quand même du temps. Ça nécessite un investissement en temps, en énergie, et en fait, ça c'est quelque chose. Quel que soit le projet no-code sur lequel on veut travailler, si on n'est pas prêt à y mettre le temps et l'énergie, ça peut pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire. Donc, merci à toutes les deux. On va, je pense que Quentin va revenir pour reprendre la main pour la fin. Je reprécise simplement donc que nous, à No Code for Good, on était ravis de faire ce live parce que c'est ça notre mission, de mettre en relation des projets comme le sens de l'école avec des développeuses et des développeurs solidaires comme Laetitia pour arriver à des résultats comme celui-ci. Et Quentin, je te laisse conclure. Eh bien, le live est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Laetitia et à Virginie de nous avoir présenté votre collaboration. C'était génial. On se retrouve du coup le mois prochain. Ce sera normalement, si je dis pas de bêtises, le 22 octobre. Et on vous présentera comment construire des solutions avec Coda pour les associations. Alors, les habitués du live et de No Code France sauront déjà qui va venir le présenter. Je vous laisse la surprise pour ceux qui n'auraient pas encore deviné. Et je le rappelle encore, donc il y a la grande journée le 12 novembre. C'est un événement de No Code France. La billetterie est actuellement ouverte. Il faut être adhérent à l'association No Code France. Donc, il ne faut pas être que sur le Slack de No Code France, mais il faut aussi adhérer à l'association. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.